L'histoire de Thérouanne débute avec la ville gauloise, puis gallo-romaine de Tarrouena, chef-lieu de la cité du peuple celte des Morins, et qui signifie le lieu où paissent les taureaux. En 56 avant Jésus-Christ, César attaque les Morins, qui ne se soumettent qu'un an après. César se lance alors à l'assaut de la Bretagne, l'Angleterre, et fixe son port d'attache à Portus-Itius, dans l'estuaire de la Liane, au niveau de Boulogne-sur-Mer. À l'époque romaine, le port pouvait contenir 1000 bateaux et la ville accueillait 30 000 hommes. Avec la conquête de l'Angleterre, Bononia deviendra une ville capitale pour le pays des Morins pendant l'occupation romaine. Tarrouena, Thérouanne, rebaptisée Civitas Morenum, la capitale du pays des Morins, était à un carrefour de voies romaines. Une voie venait de Gesoriacum Bononia, avec une branche menant directement à la tour d'Odre, et joignait Nemetacum, Arras, et Colonia Claudia, Cologne, dont le tracé persiste dans la départementale 341 et qui est appelée chaussée Brunehaut depuis sa restauration par cette reine des Francs à la fin du VIe siècle. L'autre voie romaine se dirigeait vers Cassel et c'est maintenant la départementale 190. L'archéologie révèle plusieurs destructions de Thérouanne par le feu. Au début du 5e siècle, en 407, Thérouanne est entièrement dévastée par les Francs qui incendièrent la ville. En 451, Attila et les Huns dévastent Thérouanne, alors que la ville fortifiée de Boulogne, dénommée Haute-Murée, résiste aux destructions et aux pillages. En 638, Odomar, le futur saint Omer, est consacré premier évêque de Thérouanne par le roi Dagobert. Au IXe siècle, en 816, c'est saint Folquin, cousin de l'empereur Charlemagne, qui devient évêque de Thérouanne et se distingue en défendant son diocèse face aux attaques des Vikings. Au XVe siècle, par le traité de Senlis, toute la région de l'Artois revient à la maison de Habsbourg, sauf Calais et sa région qui était alors aux mains des Anglais, le Boulonnais qui avait une certaine autonomie, et la cité de Thérouanne qui possédait le siège épiscopal et qui suscitera de nombreuses convoitises. À la fin du Moyen Âge, Thérouanne fait partie du royaume de France, et ce jusqu'au traité de Madrid de 1526. Peu après, Thérouanne est victime du long conflit opposant l'empereur Charles Quint au roi de France François Ier, puis Henri II. Suite à la forte résistance de la ville au cours de la 8e guerre d'Italie, en 1553, l'empereur Charles Quint, Charles V de Habsbourg, ordonne que Thérouanne soit entièrement détruite. Il fallut assez longtemps pour entièrement raser la ville. La destruction de Thérouanne commença bien sûr par la cathédrale Notre-Dame, dont quelques fragments de statues et de sculptures ont pu être retrouvés par la suite. La relique la plus célèbre de l'ancienne cathédrale de Thérouanne est le grand-dieu qui ornait le portail sud. Sauvé de la destruction par les chanoines de Saint-Omer, le grand-dieu de Thérouanne est depuis lors dans la cathédrale de Saint-Omer. Sculpté au XIIIe siècle, vers 1240, le grand-dieu de Thérouanne mesure 2,20 m de hauteur et 2,90 m de largeur. Il est composé de trois éléments séparés, le Christ assis, les pieds reposant sur un socle architectural, représentation de la Jérusalem céleste, dans l'attitude du jugement dernier. À sa droite, la Vierge Marie à genoux, les mains jointes, et à sa gauche, Saint Jean l'évangéliste, les mains jointes également. On peut s'étonner de la disproportion de la représentation du Christ, qui a une tête et le haut du corps qui sont imposants, alors que le bas du corps et les pieds sont plus petits. Il faut se souvenir que ce triptyque était situé en hauteur et donc pour avoir une allure homogène quand on le regardait d'en bas, il a été sculpté en tenant compte de la perspective. L'ensemble a été restauré en 1965 et remis en hauteur, ce qui lui donne une allure un peu plus homogène que lorsqu'il était posé au sol. Anéantissant l'évêché de Thérouanne et la ville jusqu'aux fondations, Charles Quint a symboliquement répandu du sel sur la terre. Cet usage, qui remonte à l'Antiquité, est un signe important montrant que l'on stérilise ce territoire en interdisant toute occupation par la suite. À la suite de la destruction de Thérouanne, Charles Quint fit inscrire au milieu des décombres Deleti Morini. Les Morins sont détruits. La cité de Thérouanne ne s'est pas relevée de la destruction de 1553. On peut encore malgré tout deviner le contour des anciens remparts, les arbres formant presque une ceinture boisée, au-delà des nouvelles habitations construites. Le siège épiscopal de Thérouanne a été transféré par la suite temporairement à Saint-Omer, puis le 3 mars 1566 à Boulogne, dont l'église Notre-Dame est alors devenue une cathédrale.
Thérouanne, comme toutes les villes romaines, doit être axée avec un quart d'eau et un décumanus. Mais pour l'instant, ces axes orthonormés n'ont pas été situés avec certitude. Pour Boulogne, le quart d'eau et le décumanus de Bononia, qui abritait la Classis Britannica, la flotte d'invasion de l'Angleterre, sont toujours bien visibles dans la haute ville. Bien après la destruction de 1553, le village de Thérouanne a été reconstruit en contrebas du site originel. Durant la Révolution, la commune portait le nom de Le Bas-Morin. Découvrons la maison de l'archéologie de Thérouanne et remontons le temps et le chemin de l'ancienne capitale du pays de nos ancêtres, les Morins. Ouais, c'est ça. Et vous me montrez d'abord le mail si ça va, et puis on s'en vos partenaires et on demande pour faire avant ok, et là, vous avez En 52, certains Morins rejoignent Vercingétorix pour la bataille finale d'Alésia. La défaite scelle le destin des Gaules. Rome installe son empire, organise son territoire, construit des villes et trace des routes. Dans la campagne, des villas sont érigées sur des domaines ruraux. Passage obligé entre la Germanie et la mer, Thérouanne, la Civitas Morinorum, colonie des Morins romanisés, devient un carrefour régional à la fin du 1er siècle. Les deux tours qui la symbolisent sur la table de Pottinger, comme son nom inscrit sur les bornes dont Rome, maïs et bois, marquent l'importance de la ville. Bâtie au bord de la rivière Lys, orientée vers le sud et traversée par une voie qui suit l'actuelle grande rue, elle atteint son apogée au IIe siècle, développant de nombreuses activités artisanales et agricoles. La Thérouanne gallo-romaine traverse les crises de l'Empire et subit des invasions germaniques. Sa terre en gardera longtemps les traces cachées dans ses profondeurs. Seule une inscription latine, découverte lors des fouilles de la cathédrale au tournant des 19e et 20e siècles, attesta jusqu'à récemment de l'existence de la Civitas Morinorum. Il fallut attendre la fin du siècle dernier pour qu'enfin la Terre nous offre des témoignages exploitables de son histoire antique. L'archéologie préventive, naissante à la fin des années 60, et l'obstination passionnée de quelques archéologues mirent en évidence de nombreux objets.
Thérouanne, 14 septembre 1456. J'ai débarqué d'Angleterre il y a quelques jours, et me voici sur les routes du pèlerinage. Depuis peu, je fais étape à Thérouanne, et je loge pour le moment à l'enseigne du Moine Blanc, pas très loin de la cathédrale. Hier, cette dernière était encore plus fréquentée que d'ordinaire par les pèlerins. Saint Maxime était célébré et les chanoines avaient offert à la vénération de la foule ses reliques. Le reliquaire est magnifique. Il figure le buste du saint supporté par des anges. Il est en or et le terme est en or. D'après ce programme ici, il a été réalisé il y a peu par un orfèvre de Thérouanne qui a travaillé sur les ordres du doyen de chanoine. Bientôt, je reprendrai mon chemin. Je suis la place pour le sujet. Il se développe à Thérouanne au 7e siècle par la volonté de Dagobert. Descendant de Clovis, il arrive la Mauritanie à son royaume franc en y diffusant le christianisme. Dagobert nomme le moine Audomar évêque de Thérouanne et le charge d'évangéliser la région. Parlant les langues locales, romanes comme germaniques, Audomar débute son périple de foi par le port de Candévie, porte de la Manche et de la mer du Nord. Il fonde un grand monastère à Situ, à quelques lieues de Thérouanne, sur le site de la future ville qui portera son nom, Saint-Omer. Si Thérouanne est bien une cité épiscopale, elle demeure modeste. Souvent rétive au pouvoir des évêques, la ville bâtit aussi du prestige du monastère voisin, où Audomar et les autres évangélisateurs seront d'ailleurs inhumés. Une nouvelle tempête venue du nord va balayer Thérouanne, les sanglantes incursions normandes du IXe siècle. En fait, donc voilà, ce sont que des passages de la Bible qui sont représentés. Et moi, ma préférée, c'est vraiment celle-ci, parce qu'elle représente le jugement dernier. Alors, c'est pas vraiment plus pour ce qu'elle représente, c'est plutôt qui elle représente. Puisque du coup, vous avez à gauche les justes, donc qui sont représentés juste ici, emmenés au paradis donc par les anges, et les damnés emmenés aux enfers par les démons. Parce que là, c'est très classique. Sauf qu'en fait, ce qui est génial, c'est les personnages représentés, emmenés aux enfers. Où en fait, on les reconnaît, le moine qui du coup donc, a réalisé cette enluminure, enfin, ou les moines, parce que généralement ils étaient plusieurs, ont représenté 3 personnages, et il y en a 2 qui sont parfaitement reconnaissables, c'est le roi et l'évêque. Voilà. Donc on sait effectivement qu'il y a des petites rivalités entre le clergé régulier et séculier. Et là, voilà, le fait de représenter un évêque envoyé aux enfers. Le régulier, ce sont des membres du clergé qui vont suivre une règle. Donc, c'est-à-dire généralement les ordres monastiques, mais même si ce n'est pas obligé d'être un ordre monastique pour suivre des règles, etc., ça va être, par exemple, les plus connus, ça va être les bénédictins qui vont suivre celle de Saint-Benoît. Voilà.
Et vous avez les dominicains également, pour Saint-Dominique, etc., etc. Et donc en fait, ce sont les ordres qui vont suivre des règles et qui ensuite vont se diffuser à travers toute l'Europe, le plus connu étant celui de Cluny, très certainement, qui en fait est un ordre avec une abbaye, parce que du coup l'abbaye c'est vraiment là où il y a l'abbé et autour duquel la communauté va s'organiser. Et l'abbé, c'est un petit peu en termes de pouvoir l'équivalent de l'évêque pour du coup le séculier. C'est-à-dire lui qui s'inscrit dans le siècle, c'est-à-dire ce ne sont pas des gens qui vivent en marge de la société, mais qui sont pleinement intégrés. Donc généralement, on va dire que c'est les membres du clergé séculier, vous allez avoir en bas les chanoines, qui vont être les personnes qui vont organiser, s'occuper un peu de la vie de tous les jours de l'église. Ensuite, vous allez avoir les curés, les prêtres, qui eux vont pouvoir procéder aux offices, qui vont pouvoir faire la messe, etc. etc. Et ensuite, au-dessus, vous avez donc les ordres plus administratifs. Donc vous avez les évêques, vous avez les cardinaux, vous avez les diacres, etc. etc. Et là, on est vraiment sur de la différence purement administrative, on va dire. Donc en termes de pouvoir dans la vie de tous les jours, au final, ça se vaut assez. Et on va dire, vous pouvez avoir un évêque avec très très peu de pouvoir dans une partie du royaume, mais dans une autre partie, un évêque avec extrêmement de pouvoir. Là, on va plus dépendre de différences géographiques. Par exemple, vous pouvez avoir des évêques qui peuvent être également seigneurs. Tout à fait, oui, les évêques, l'évêque de Thérouanne, effectivement, rendait la justice ici, à Thérouanne. C'est la pièce maîtresse, si on peut dire. C'est-à-dire que c'est une lettre originale, c'est l'original, c'est pas une copie, écrite de la main de l'empereur Charles Quint, qui donc a écrit en français, langue internationale de l'époque, langue des rois, des princes, etc. Et il a écrit cette lettre pour demander l'envoi de 2000 à 3000 ouvriers pour que Thérouanne soit rasée pierre par pierre, entièrement. Voilà. Et donc ça, c'est la lettre de commandement qu'il écrit. Et il en fera deux concernant Thérouanne. La première donc, pour ordonner sa destruction, et sa deuxième qui va plus être un acte royal, c'est-à-dire, enfin impérial, c'est-à-dire que plus rien ne pourra être construit sur l'emplacement de la Thérouanne médiévale. Et cet ordre va être scrupuleusement respecté pendant à peu près 350 ans. Jusqu'à en fait un peu après la Révolution française, dans les années 1800, où l'État achète tout simplement les terrains et fait un appel d'offres, une vente aux enchères, pour les redistribuer entre différents propriétaires. Mais avant, pendant 350 ans, l'ordre a été respecté et rien n'a été construit. Ce qui du coup a participé à la création d'une légende noire locale autour de Thérouanne, où il y a notamment des croyances qui persistent encore de nos jours, comme quoi Charles Quint aurait fait saler tout le sol de la ville, ce qui est évidemment impossible, parce que ça demanderait littéralement qu'on amène des paquebots entiers de sel, donc ce qui n'est pas réalisable pour l'époque. Mais voilà, donc du coup ça fait qu'il y avait, au final, là où aujourd'hui où vous tenez, là où vous marchez, il n'y avait que des chèvres et des moutons pendant 350 ans. Ce qui explique aussi pourquoi est-ce qu'il y a autant de vestiges à Thérouanne qui sont si bien conservés pour au final une toute petite ville, un gros village. Parce que voilà, il y a eu une conservation dans le sol, puisque le sol a été laissé vierge de toute activité humaine.
Depuis une quinzaine d'années, d'autres fouilles, souvent réalisées avant la construction d'un pavillon, ont ressuscité des traces du passé. Ainsi, au hameau de Miel, les activités artisanales lors des phases d'expansion de la ville alternent avec les espaces funéraires lors des crises. Malheureusement, l'archéologie préventive n'ouvre que de petites fenêtres sur le patrimoine de la Civitas Mortuorum. La terre de Thérouanne cache encore bien des trésors et autant de mystères sur la ville antique que nous ne pouvons imaginer. Alors, attendons de futures découvertes, si un jour, la terre veut bien encore nous parler. On va leur expliquer la situation, donc elle dit ça. Et après ça, c'est quoi? Du coup, donc on va partir tous ensemble pour une visite qui va durer à peu près 1h30, un petit peu plus. Donc du coup, on va remonter toute la rue Saint-Jean et on va remonter l'histoire également de Thérouanne. C'est-à-dire qu'on va parler à la fois de la Thérouanne antique, de la Thérouanne médiévale, de la destruction de la ville et de la Thérouanne un petit peu plus contemporaine, c'est-à-dire qu'est-ce qui est arrivé par-dessus. Il y a différents chantiers de fouilles qui se sont passés au fur et à mesure de la rue Saint-Jean, étalés sur une période de 30 ans. Alors, évidemment, là, il n'y a plus de chantier actif que je pourrais vous montrer, simplement des sites où il y a eu des fouilles, et enfin le site archéologique qui a été l'un des sites les plus importants, qui a été retransformé aujourd'hui en un petit parc, mais dans lequel il reste encore certains vestiges, comme par exemple le parvis de la cathédrale. Hop, un petit plan représentant la Thérouanne médiévale, et donc vous vous trouvez ici, à la porte du Saint-Esprit. Alors, l'entrée première de la porte, parce que les portes des villes ont toujours deux entrées. Elles ont une première entrée extérieure et une entrée intérieure. Tout simplement parce qu'il y a un sas entre les deux. On estime qu'il se trouvait à peu près au niveau du panneau équerre sur la lisse, etc. Là, vous aviez la première entrée, tandis que la deuxième se trouvait à peu près au niveau du panneau et des poubelles, juste là. Ce qui faisait quand même une belle entrée, un beau sas. C'est l'entrée sud, l'entrée principale de la ville. Nous, on va remonter la rue principale, cette rue-ci, que l'on appelle la rue Saint-Jean. C'est l'axe principal de la Thérouanne médiévale. C'est aujourd'hui une rue, comme vous pouvez le voir, qui n'est pas très grande, qui à son plus large fait à peu près 4 mètres. À l'époque médiévale, cette rue fait environ 13 mètres de large. Il y a assez pour que 2 chariots conduits par 2 bœufs puissent se croiser. Donc on est vraiment sur un axe principal très important. Aujourd'hui, Thérouanne, elle va s'étirer plus en longueur dans ce sens, alors qu'à l'époque médiévale, elle va être plus en largeur. C'est-à-dire qu'on va être beaucoup plus large des deux côtés. Et les marais. Ah, c'était vraiment marécageux. Et on voit vraiment sur un plan. Ouais, on voit bien de la... Pourquoi Thérouanne a été détruite? Déjà, je vous ai dit, elle a été rasée 1553 par l'armée impériale de Charles Quint. Pourquoi? Alors, c'est très long, donc je vais évidemment vous résumer tout ça, puisqu'en fait, il faut remonter en 1477, donc bien des années avant, où, à cette époque, Thérouanne et les environs, n'appartient pas à la couronne impériale. Mais ça n'appartient pas non plus au roi de France. À cette époque, Thérouanne et Saint-Omer et les environs sont bourguignons. Ici, vous avez une carte représentant toutes les possessions, notamment en orange, sont les plus importantes, des ducs de Bourgogne. Donc vous voyez, vous avez l'actuelle Bourgogne qui se situe ici. Vous avez donc le duché de Bourgogne, où il y a Dijon. Ensuite, vous avez le comté de Bourgogne, qui aujourd'hui est la Franche-Comté, c'est ça qu'on l'appelle ainsi. Vous avez entre les deux, évidemment, la Lorraine, le Luxembourg, et ici, toutes les Flandres. De manière générale, on ne parle pas de la Flandre, mais bien des Flandres. Puisqu'en fait, vous avez déjà notamment le comté de Hollande, et vous avez le comté du Hainaut et le comté de Flandre, pardon, qui se revendiquent tous les deux, comme de la Flandre, etc. Donc c'est pour ça qu'on est au pluriel. Les Bourguignons, à cette époque, ils ont un territoire très grand, ils sont très puissants. Ils sont considérés comme la 4e puissance d'Europe. Vous avez la France et l'Angleterre qui se sont disputés pendant très longtemps la première place. Bon, malheureusement, là, ils sortent un petit peu affaiblis, parce que quelques années avant, s'est terminée la très petite guerre de 100 ans. Donc forcément, les royaumes sont légèrement affaiblis.
Et ça a permis le développement à grande échelle du Saint-Empire romain germanique, qui est un empire fédéral composé de plein d'États, la Saxe, la Bavière, l'Autriche, etc., et qui en fait vont élire, par le moyen de comtes très puissants, un empereur. Cet empereur est couronné par le pape. Donc, comme Charlemagne, on a un rapport circulaire avec un pouvoir sur le pape et le pape a un pouvoir sur l'empereur. Et cet empereur, eh bien, justement, ils vont, au fur et à mesure du temps, consolider leur pouvoir, consolider leur présence en Europe, jusqu'à l'arrivée d'une dynastie très importante, qui s'appelle la dynastie des Habsbourg, qui est une dynastie qui va rassembler les couronnes d'Autriche et d'Espagne. Donc on est vraiment sur un empire très grand. Et donc en 1477, vous avez le quatrième pouvoir, qui est la Bourgogne, et il y a un duc de Bourgogne qui s'appelle Charles le Téméraire, et il porte très bien son nom, parce que ça va lui en coûter beaucoup. Il se dit, mon royaume, il est très bien, mais entre les deux, il y a le duché de Lorraine. Et les Lorrains, ils commencent à m'énerver, parce qu'ils sont mes vassaux, mais pas trop en fait, parce qu'ils sont aussi vassaux du Saint-Empire, et du coup c'est compliqué, et du coup au final on ne sait pas trop qui commande. Inacceptable. Donc on lève une armée, on appelle l'Ost, on rassemble tout le monde, et on fait le siège de Nancy. Excellent plan, sauf que ça rate. Il est obligé de s'enfuir en déroute la plus totale. Il se fait rattraper dans une forêt par des soldats lorrains. Il crie à moi le duc de Bourgogne. Le problème, c'est qu'avec le casque, ça fait... Et donc les Lorrains comprennent vive le duc de Bourgogne, et il se prend un coup de hallebarde dans la tête. Voilà, c'est la véritable histoire de la mort du dernier grand duc de Bourgogne. Désolé pour lui. Et donc du coup, il y a un problème. Le duc meurt, sans héritier, mâle. Et oui, très important à cette époque, car en France, la loi salique s'applique. Seuls les hommes peuvent hériter des titres et des terres de leur père. Mais le Saint-Empire romain germanique n'a pas de loi salique. Les femmes peuvent très bien hériter des titres. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Notamment, vous avez le Palatinat qui est juste là, et pendant très longtemps, on parlera des princesses palatines, notamment... le Palatinat, c'est quoi? C'est une région? On appelle le C'est un Palatinat, c'est une royaume. région? C'est un royaume, effectivement, un royaume, une région du Saint-Empire, où vous avez donc voilà le comte électeur palatin à sa tête. Donc, il meurt sans héritier mâle, mais il a un héritier fille. Marie, son héritière, qui elle du coup dit non, 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 les territoires de mon père, ils sont à moi. Parce qu'ils sont à mi-chemin entre le royaume du Saint-Empire, enfin le royaume de France, et l'empire du Saint-Empire romain germanique. Et donc du coup, elle réclame les droits par rapport à son père. Sauf que le roi de France, lui, il n'entend pas du tout de cette oreille, évidemment, et donc du coup, il va saisir les possessions situées sur son territoire, de par le principe que le duc de Bourgogne était son vassal, et que donc du coup, il a le droit de reprendre ses territoires à son profit. Donc vous le voyez venir, on part sur une guerre entre la moitié des États bourguignons contre l'autre moitié des États bourguignons, avec d'un côté Marie de Bourgogne et de l'autre Louis XI, roi de France, sauf que Marie, la même année, eh bien elle se trouve un époux. Et cet époux, c'est pas n'importe qui, puisqu'il s'appelle Maximilien de Habsbourg, futur empereur Maximilien Ier. Et donc du coup, c'est une guerre finalement entre la France et le Saint-Empire romain germanique qui se déclare et qui va durer sur 2 empereurs différents, 4 rois de France différents, et qui va prendre les Flandres, la Lorraine, la Bourgogne et l'Italie. Et oui, car on va jusqu'à François Ier, Marignan, etc., etc. Ça part de cette situation-là, de cette guerre-là. Et donc du coup, on part sur à peu près 80 années de guerre, avec des interruptions, des pauses, des paix, etc. Mais globalement, pour le contrôle de ces mêmes territoires. Et Thérouanne va être une ville qui va être au cœur de tous les débats, puisqu'en fait, c'est une ville en tant que capitale d'évêché et ville fortifiée, qui a un droit spécial, et donc va rester française, même lorsque le territoire est conquis par les Habsbourg et le Saint-Empire. Et donc du coup, vous vous retrouvez avec une ville française enclavée en territoire Habsbourg, ville fortifiée, et pas qu'un petit peu. Vous avez les remparts, vous avez des tours, des châteaux, vous avez un bastion
que François Ier fera construire, avec pour projet d'en mettre un entre chaque courtine. Les courtines, c'est les espaces sur les murailles entre deux tours. Et donc du coup, on a vraiment une ville très importante d'un point Pourquoi de vue c'est quoi ce stratégique. statut spécial qu'elle a? En fait, c'est tout simplement qu'elle ne peut, sachant qu'elle est capitale d'évêché à cette époque, on ne peut pas la donner comme ça en cadeau. Elle dépend en fait de la papauté, parce qu'elle a un rapport directement avec le pape. Voilà. Et comme en plus les villes ont leurs propres lois qu'elles peuvent édicter, elles peuvent lever leurs propres impôts à partir du moment où elles reçoivent ce statut, on va dire, en cadeau par un roi ou l'empereur même. Voilà. Ce qui là a été le cas. Et donc du coup, c'est tout simplement quelque chose qui ne se fait pas. Et il faudra attendre finalement que Thérouanne perde son intérêt, un intérêt économique, un intérêt culturel au profit de Saint-Omer, et que l'empereur Charles Quint en ait vraiment marre d'avoir une ville française dans son territoire, pour justement décider de la raser entièrement. Au total, il y aura eu 3 sièges à Thérouanne. Un premier en 1513, où Maximilien prend la décision de raser les remparts. Un deuxième, comme ça, plus de remparts, plus de garnison, plus de problème, sauf que François Ier les fera reconstruire. Ensuite, un deuxième siège en 1537, où cette fois-ci, il y a match nul. Les assaillants n'arrivent pas à rentrer et les défenseurs plus se défendent. Donc match nul, puisque la paix est signée. Et en 1553, le dernier, qui donc verra la destruction complète de la ville. Donc voilà pour l'histoire. En fait, il est fait pour Saint-Omer, pas pour Thérouanne. Elle a aussi moins de ressources, on va dire, propres, c'est-à-dire il y a moins de manufactures, il y a moins d'attractivité qui est faite. Saint-Omer a également une abbaye très puissante, avec l'abbaye Saint-Bertin qui est située en plein cœur de la ville, donc qui participe à cette attractivité. Et donc du coup, ça fait que Thérouanne est peu à peu délaissée. Et vous avez vraiment, durant la période médiévale, Saint-Omer qui est le cœur économique et politique de la région, et Thérouanne qui va plus être le cœur spirituel, puisqu'elle est ville principale d'évêché, siège de l'évêché, voilà, puisqu'il y a la cathédrale. Suite d'ailleurs à la destruction de la ville, l'évêché sera séparé en 3 par le pape, qui du coup ne peut plus faire acte de la destruction, et c'est pour ça que vous aurez un évêché à Boulogne, une cathédrale à Boulogne, que vous avez un évêché à Saint-Omer, et qu'il y a une cathédrale à Saint-Omer, et l'évêché d'Ypres, en Belgique. Alors aujourd'hui, évidemment, l'évêché de Boulogne et de Saint-Omer n'existe plus, et ils ont été transférés à Arras à la Révolution française. Parce qu'à la Révolution française, on a réparti les évêchés pour qu'ils correspondent au département. C'est l'évêque de Thérouanne qui administre la ville. La garnison est sous les ordres d'un capitaine de la garde français. Mais il est simplement en charge, on va dire, de la... L'évêque, en fait, n'est pas tout le temps présent à Thérouanne. Il a la charge administrative, la charge judiciaire de la ville, mais au final, on va dire, sur le papier, c'est lui, mais dans la vie de tous les jours, c'est le capitaine de la garde. Ah oui, non, en fait, c'était vraiment l'idée, c'est si l'armée impériale tente d'envahir par le nord de la France, eh bien, on a une petite armée de réserve pour les prendre à revers. Voilà. Et donc, je vous ai mis quelques images, voilà, du siège de cette époque. Alors, il y en a différents. Il y a celui de 1513, celui de 1537. Celui-ci, c'est la bataille de Guingat, donc, qui est aux alentours de 1537. Voilà. Là, vous avez, hop, vous avez une vue du siège. Qui disait qu'il y avait un tunnel en Guingat. Ah, les fameux tunnels. Et oui. Des trucs qu'on m'a racontés. Ah mais bien sûr, mais ça vous savez, il y en a partout, dans tous les départements. Vous voyez là, celui-ci, voilà, c'est notre siège à nous. Ou d'ailleurs, chose intéressante qui est représentée sur ce dessin, c'est qu'en fait vous avez la tour de la cathédrale qui est détruite. Et oui, car dès le 2e jour du siège, c'est la première chose qui est visée par les canons. En fait, le premier jour, les canons arrivent, s'installent. Le 2e jour, ils détruisent la tour. Parce qu'en fait, tout simplement, les soldats s'en servaient comme une tour de guet. Voilà, ils montaient en haut à côté des cloches et ils pouvaient espionner les mouvements de l'armée. Voilà. Et aussi, concernant le siège et la destruction de Thérouanne, le siège aura finalement duré 1 mois et demi à peu près, mais de combat pur, ça a duré 2 semaines. Pourquoi aussi rapidement? Tout simplement parce que l'armement a évolué. Terminé les catapultes du début, de la fin du XVe siècle, bonjour les canons. Et donc forcément, on passe des gros rochers en pierre qui ont été taillés directement sur place, on passe aux canons en fonte avec les boulets en métal, et là les remparts ne résistent pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit une évolution
dans les fortifications avec Louis XIV et Vauban et l'apparition des fameuses défenses en étoile qui justement sont plus à même de résister aux coups de canon, etc. Voilà. Il y a eu des fouilles qui ont été menées, donc ça fait quand même une très belle parcelle, et on a trouvé plusieurs choses. Sur la Thérouanne médiévale, on a trouvé un quartier plutôt artisanal. Forcément, c'est normal, on est tout près de la porte, c'est donc là où on va avoir les ateliers les plus polluants. Les tanneurs, très certainement les bouchers, très certainement également les poissonniers, etc. Donc on était sur le petit lieu commercial. Comment est-ce qu'on sait que c'est artisanal? Déjà par les débris qu'on a retrouvés, c'est-à-dire qu'on n'a pas retrouvé de vaisselle, on n'a pas retrouvé de ce genre de choses. On va retrouver beaucoup plus des fours, on va retrouver des puits, etc. qui vont donc marquer une activité plus importante, puisque pour une maison, on est sur des choses beaucoup plus petites. Et on a également retrouvé des vestiges antiques. Les vestiges antiques, on a retrouvé ici des traces d'un quartier résidentiel. À l'inverse, puisque contrairement à la période médiévale, en dessous des vestiges médiévaux, et bien en fait vous avez des vestiges qui donc étaient l'exact opposé, avec des pièces beaucoup plus grandes, bien réparties, qui donc correspondent aux chambres, aux cuisines, etc. Et on a aussi retrouvé, et ça c'est assez rare, hop, des meules individuelles, domestiques, antiques, dont vous avez ici une représentation. En fait, le principe était simple, c'était deux meules sur lesquelles on mettait, hop, une espèce de pince pour bloquer. Vous mettiez les grains et vous y tournez, voilà, tout simplement comme une essoreuse à salade. Et ça moulait, et ensuite il suffisait de retirer, de soulever le haut de la meule, et vous aviez votre farine. Voilà, et donc on en a retrouvé deux en parfait état, d'environ 50 cm de diamètre. Donc ce qu'on fait quand même déjà pas mal, donc c'était pas pour un couple sans enfant, ça devait être plutôt pour une grande famille. Donc une petite friche où apparemment donc la Capso a pour projet d'en faire une rue, pour relier donc la rue Saint-Jean avec la rue de Boulogne. Et donc sur cette friche, eh bien, il y a encore 4 mois, vous aviez un énorme trou juste devant, puisque tout simplement il y avait le service archéologique du département qui a fait un diagnostic. Et donc vous voyez, ça a été bien rebouché, on ne voit plus rien. Mais on sait que je peux vous dire que juste là, et très certainement sous vos pieds, madame, puisque c'était dans cette direction-là, il y a un caniveau de la période antique. Et ça, c'est très rare, parce qu'on sait que les Romains ont inventé un caniveau, mais on n'en avait pas retrouvé à Thérouanne. Et bien là, on en a retrouvé un. Voilà. Et donc, il est en parfait état. J'ai eu la chance de pouvoir visiter pendant que les archéologues étaient là. Et effectivement, il fait à peu près ça de large, environ. Et c'est très différent de ce qu'on a, nous, là, aujourd'hui, puisqu'en fait, vous avez vraiment des rebords très hauts. Ça fait des petits rebords comme ça, et vous avez donc l'eau qui devait couler en partant. Voilà. Autre chose concernant donc la Thérouanne antique, au fond, au niveau du mur effondré. Et c'est pour ça qu'actuellement, le projet est peut-être en pause. Peut-être, je prends des grosses pincettes par rapport à ça, puisqu'évidemment, c'est des discussions qui sont bien au-delà de mes connaissances. Vous avez un morceau du cardo romain. Les villes romaines sont construites sur un plan orthonormé. Les plans orthonormés, c'est très simple. Vous avez un axe nord-sud et un axe ouest-est. Jusque-là, c'est très simple. Et si on reprend notre plan, normalement, notre axe nord-sud, il est très visible. Voilà. Là, on a une belle rue qui monte bien tout droit, qui fait un beau nord-sud, donc la rue Saint-Jean, techniquement, et le cardo romain, c'est l'axe principal romain. Eh bien non, pas à Thérouanne. À Thérouanne, le cardo est légèrement décalé. Je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Et donc du coup, il se trouve pile à exacte distance, entre la rue Saint-Jean et la rue de Boulogne. Là, on rentre vraiment dans la zone résidentielle. On entre aussi dans l'une des zones les plus fouillées. Montré ici, hop, un petit plan de Thérouanne avec les différentes parcelles. Donc nous avons commencé au point rouge, vous voyez juste ici. Je vous ai parlé donc de la maison de l'archéologie et la maison des services, etc. Vous avez la petite friche dont je vous ai parlé, là, et là on vient de remonter jusqu'à celle-ci. Vous avez donc les deux parcelles qui se font face, donc AB 186, 257, AB 239, ce sont leurs noms. C'est la grosse parcelle ici qui prend également la maison derrière moi, et la maison, la grosse maison rouge, et les deux petites maisons qui sont quasiment identiques, qui se trouvent de chaque côté.
Ces parcelles ont été les plus fouillées parce que parmi les plus intéressantes en vestiges. Alors, des vestiges de 3 temps, cette fois-ci. Car, il y a quelque chose dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est qu'à Terrouane, on a trouvé des vestiges antiques, on a trouvé des vestiges médiévaux, mais on a aussi trouvé des vestiges beaucoup plus contemporains, des vestiges datant de la Première Guerre mondiale. Saint-Omer, pendant la période de la Première Guerre mondiale, au début, c'est le quartier général de l'armée anglaise. L'armée anglaise va y établir son quartier général pendant quelques mois. Et en 1917, lorsque les territoires reviennent sous un contrôle total et définitif des Alliés, eh bien, vous avez un nouveau corps expéditionnaire qui arrive, c'est le corps expéditionnaire portugais. Et l'armée portugaise va installer son camp de base à Terrouane. Et donc, j'ai déjà eu, durant des visites, durant des explications, etc., des visiteurs qui me disent « Ah mais attendez, mais oui, mais moi c'est vrai que ma grand-mère m'a dit qu'elle avait eu un médecin portugais durant son enfance. » Eh bien oui, le médecin de l'armée portugaise a mis au monde plusieurs bébés et a soigné pendant 2 à 3 ans les civils français se trouvant dans la zone. Donc effectivement, si vos grands-parents habitaient Terrouane ou les environs, eh bien ils ont très certainement été soignés par un médecin portugais de l'armée portugaise. Et donc du coup, ce que l'on trouve beaucoup dans ces zones, c'est les poubelles de l'armée portugaise. Les chaussures, les boîtes de cigarettes, les boîtes de cigares, les boutons, qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre? Évidemment des cartouches, des balles, etc. Ça on en retrouve beaucoup. On a retrouvé dans les objets un petit peu plus insolites une lustreuse à boutons. Voilà, un officier qui visiblement voulait que ces boutons soient très brillants. Et on a retrouvé aussi également, vous savez, les Américains, ils portent autour du cou aujourd'hui des dog-taps. C'est des plaques d'identification en métal, ils en portent 2 et ils les portent autour du cou. Comme ça, s'ils meurent, on est toujours capable de les identifier. Voilà, ça c'est la théorie. Et bien à l'époque, les Portugais, ils en portaient sur la veste, des petites broches, comme moi j'ai aujourd'hui, parce que c'était en métal, avec donc leur nom, leur âge, etc. Et ils portaient ça sur la poitrine. Eh bien, on a retrouvé une de ces petites broches, et il y a eu une petite cérémonie, il y a, je crois, c'était une dizaine d'années, qui a été organisée entre donc la ville de Terrouane et les descendants de ce soldat portugais, qui sont venus en France pour récupérer la broche de leur ancêtre. Voilà. C'était un petit symbole sympa. Donc voilà, il faut savoir aussi, du coup, ces vestiges, ils ont eu une importance très grande, puisqu'en fait, ils ont servi de couche de protection. Et oui, et exactement. Comme ça a été enterré dans le sol, eh bien, c'est eux qui ont récupéré la plupart des intempéries, la plupart des démolitions humaines, etc. Et donc, ils ont vraiment servi de protection sur certains endroits. Et donc ici, je vous ai dit, on quitte le quartier artisanal de la ville médiévale. Là, on rentre dans le quartier vraiment résidentiel. Sauf que pour la ville antique, eh bien, en fait, le quartier résidentiel, il était en bas. Forcément, puisqu'on va se rapprocher de l'eau, de la Lys qui était là à l'époque, et on sait, aujourd'hui, il y avait bien un petit port à Terrouane. Car oui, la Lys avait été très certainement déroutée, et très certainement élargie, et donc du coup, il y avait des bateaux qui pouvaient circuler dessus, et donc on a retrouvé des vestiges d'un petit port sur les constructions de l'actuelle école primaire. Il y a eu des fouilles qui ont été faites sur ce site-là, et on y a retrouvé donc notamment des déchets de boucherie, de cordonnerie, des piloris, et même un petit ponton qui a été mis à jour. Donc du coup de bois tuméfié, c'est-à-dire du bois qui s'est fossilisé, qui appartenait à un ponton. Et donc du coup, ça fait que vous aviez le quartier artisanal à l'époque antique qui était beaucoup plus loin, et le quartier résidentiel qui se trouvait sur toute cette zone. Et à Terrouane, il y a 2 choses par rapport à ces quartiers antiques qui sont très importants. C'est que Terrouane, c'est une ville qui est construite sur une colline, puisqu'en fait ce n'est pas une ville romaine. C'est une ville gauloise, entre guillemets. Alors pourquoi gauloise, entre guillemets? Tout simplement parce que le terme de gaulois, c'est un terme donné par les Romains. Les tribus gauloises ne se disent pas gauloises. Elles se disent par le nom de leur tribu. Et ici, la tribu qui contrôle ce territoire s'appelle les Morins. Et le peuple des Morins, qui donc est un peuple qui s'étend à peu près de l'actuel Nieuport, Ypres, jusqu'à Boulogne et Terrouane, a pour ville principale, ville capitale si on peut dire,
Terwan, qui à cette époque s'appelle Terwana ou Tarwena. Vous trouverez les deux orthographes, les deux sont totalement acceptés, et les deux prononciations également. Et donc du coup, ces Morins, peuple de pêcheurs, peuple qui vient de la mer, ce qui explique également la présence d'un port à Terwan, et oui, très certainement, parce qu'il fallait faire venir par bateau depuis le grand port de Boulogne, qui est un grand port gaulois à la base, justement la plupart des revenus de la pêche. Et donc du coup, on estimait que peut-être qu'il y avait un oppidum construit ici sur Terwan, puisqu'on est du coup sur le sommet d'une colline. Alors, pour l'instant, pas sûr. Très peu d'indices. Donc, on en doute. Par contre, ce qu'on est sûr, c'est que du coup, les Romains n'ont pas rasé Terwan. Ils n'ont pas rasé pour reconstruire à nouveau. Ils se sont adaptés à la topologie du terrain, adaptés à la construction de la ville, ce qui fait que c'est pour cela que cette magnifique rue Saint-Jean, qui est bien nord-sud, eh bien n'est pas le quart d'eau. Car la Terwan antique était en fait désaxée d'une trentaine de degrés dans cette direction. C'est-à-dire que le cœur de la ville médiévale se situe en haut de la rue. Le cœur de la ville antique se situe plus par là. Donc, on a une ville qui a été réaxée ou désaxée, comme vous voulez, à la période médiévale. Mais elle ne se trouvait pas par là. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un deuxième bâtiment, cette fois-ci gallo-romain, romain, que l'on n'a pas retrouvé pendant très longtemps parce qu'on cherchait au mauvais endroit. C'est le forum. Le forum de la Terwan antique, on ne sait pas où il est, on ne l'a pas retrouvé. Alors, quand je vous dis on ne sait pas où il est, on sait où il est. Mais il est sur le terrain de quelqu'un qui ne veut pas vendre. Donc, on peut pas creuser. Et non, sachant que c'est pas dans une maison, c'est sur un bois. Et vous allez le voir, puisqu'en fait, hop, si vous décalez un tout petit peu, vous allez voir qu'il y a un petit sous-bois où on voit des grands arbres. Voilà. Donc évidemment, on ne sait pas parce qu'on n'a pas creusé, et on n'a pas la technologie actuelle pour voir suffisamment profond dans le sol, pour savoir où c'est. Mais tout porte à croire, vu l'axe de la ville, la position du quart d'eau, que lui on est sûr, puisqu'on en a retrouvé un en bas comme je vous ai dit, mais également un ici, sur ce terrain, et aligné parfaitement. Et qu'est-ce que l'on retrouve également parfaitement aligné avec ce quart d'eau? Le sous-bois, juste là. Donc il y a de très fortes chances que lorsque la personne propriétaire du terrain souhaitera le vendre et que des travaux seront effectués dessus, les archéologues pourront intervenir, et donc c'est à ce moment-là que très certainement on découvrira le forum de Terwan. Voilà. Terwan était une ville avec de la culture en terrasse. Et comme la ville était construite sur une colline, eh bien les Romains ont apporté justement cette expertise-là, et ils ont fait construire des terrasses un petit peu partout, ce qui faisait que ça y avait tout simplement des espèces de jardins suspendus à Terwan, qui se trouvaient ici. Alors, vous en doutez bien, on en a ici et pas plus bas, sinon je l'aurais mentionné. Donc ça veut dire qu'on était vraiment sur des quartiers beaucoup plus modestes dans cette direction, et ici sur des quartiers beaucoup plus riches. Et en fait, vous allez voir que plus on va monter la rue, et plus je vais vous présenter des fondations, des maisons, etc., de plus en plus importantes, jusqu'à ce qu'on arrive tout en haut, et vous allez voir que là, c'est un petit peu délirant, la taille de certaines maisons, qu'on appelle les domus romaines, qui sont des énormes maisons. La rue existait à la période antique, on ne sait pas, il s'agit de la rue du Loquin. Très joli bâtiment. Et cette rue du Loquin, en fait, elle se situe derrière les deux maisons qui se trouvent ici. Et c'est une rue, en fait, qui reliait la rue qui longeait les remparts, qui était de l'autre côté des remparts, du côté de Saint-Omer, et qui rejoignait la grande place principale. Et pourquoi est-ce que cette rue est aussi importante? Eh bien, parce qu'elle peut se voir, encore aujourd'hui. Pour ce faire, il vous suffit de louer un avion, ça va, à la portée de tout le monde, de conduire cet avion, encore plus facile, et de passer un jour d'été où il fait très chaud et très sec, puisque vous allez avoir le sol qui du coup est desséché, et en passant depuis les airs, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle de l'archéologie spatiale, et observer les fondations être révélées par le sol.
exposition d'art contemporain menée par un artiste et les élèves du collège de Terouanne, un art plastique qui en fait ont reproduit une borne romaine. Voilà, et art contemporain d'aujourd'hui. Des trucs taillés. Voilà, donc c'est un projet mené voilà, conjointement avec le collège. Donc voilà, donc là on est vraiment au plus près de la cathédrale, on n'est pas encore dedans. Ce sera très clair, vous inquiétez pas quand est-ce qu'on sera dedans. Pour l'instant là on est vraiment sur le parvis très proche. On est ici sur le parvis très proche de la cathédrale. Et là on est vraiment sur un lieu qui a été fouillé de fond en comble, partout. Et pourtant on trouve encore des choses assez délirantes. C'est-à-dire que l'année dernière, lors des Journées européennes du patrimoine, j'étais posé à l'accueil et je disais aux gens bonjour, bienvenue, etc. Et arrive un père de famille, un petit peu déboulé au soleil, qui s'excuse et qui dit bon, excusez-moi monsieur, je viens vous voir parce que je suis très embêté, mon fils et moi, on était posés au site archéologique sur la petite table pour pique-niquer. Et en fait il tapait dans les cailloux et je suis désolé, je ne l'ai pas vu faire. Oui. Comment ça, c'est-à-dire il a cassé une lampe, il a cassé la table? Non, écoutez, il tapait dans les cailloux et il a shooté dans ceci. Et il me montre une tête de statue. Alors de profil, celle-ci, donc très certainement plus issue d'un bas-relief, et où en fait c'était une femme représentée avec des cheveux. Voilà, et il me dit il a shooté dans ceci, je suis désolé. Voilà, écoutez monsieur, vous avez trouvé ça où? Et il me fait bah vraiment juste là, au niveau des cailloux, il y a la table. Et il y avait un bout qui sortait de terre, il a shooté dedans, et ça l'a un peu sorti, et on a creusé, et voilà. Et je lui dis bah écoutez, merci à vous. Et donc aujourd'hui, elle est en attente de se faire valider par le comité scientifique et d'être analysée. Et donc ici, vous avez le véritable parvis. Voilà, non, c'est pas une reconstitution, c'est le véritable parvis. Voilà, cette partie-ci a été laissée à l'air libre. Le reste se trouve sous vos pieds, à environ 1 mètre, 1 mètre 50 de profondeur. Celle-ci, tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont rehaussée pour que ce soit à peu près au même niveau. Mais c'est le véritable parvis de la cathédrale. Voilà. Et donc pareil, effectivement, ne vous faites pas piéger par la topographie du lieu. On n'était pas sur une pente aussi abrupte à l'époque. C'est-à-dire qu'on était vraiment sur une pente beaucoup plus douce. C'est juste que ce terrain a vraiment été charcuté dans tous les sens, dont je vous parlais, enfin que je vous ai montré au début de la visite. Et là, regardez, voilà, on les voit très bien. Vous avez les remparts, vous avez même le bastion François Ier qui est là. Et là, vous avez un petit secteur particulier dont je vous parlerai tout à l'heure dans quelques instants. Et là, pareil, vous voyez, il y a un petit trou, ça aussi, je vais vous en parler. Mais voilà, sinon, vous avez bien vos remparts qui font le tour de Terouanne et qui lui donnent cette forme si particulière. C'est pour ça qu'on l'a appelé pendant longtemps aussi le cerf-volant. Là, vous avez une abside, une chapelle de chaque côté. Et vous avez la nef, évidemment, concernant la ville Saint-Bertin, etc., la tour n'est pas comme dans le 99,9% des cas. Encore des vestiges des fondations. Grâce à celle-ci, on a pu avoir, on va dire, une retranscription. On n'a pas, on va dire, de moyen de reconstituer fidèlement ce qu'il en était. On sait juste que, vu la période où elle a commencé à être construite, c'est-à-dire parce que tout le monde savait que la ville allait tomber sur le dernier siècle, il n'y avait aucune chance qu'ils s'en sortent. Et donc du coup les chanoines sont allés négocier en disant bon est-ce qu'on peut évacuer certaines choses, et ils ont reçu l'autorisation. Et donc en fait, la plupart des œuvres, notamment les tableaux, les statues, etc., ont été évacuées à Saint-Omer. Alors après, elles n'ont pas toutes été conservées à Saint-Omer, elles ont été dispatchées un petit peu partout, mais la plupart sont restées dans la cathédrale à Saint-Omer. Ici, vous avez la tour du chapitre, qui malheureusement est cachée par les arbres et se trouve juste derrière, qui a été bombardée et dynamitée elle aussi. Et en face de vous, vous avez le secteur de la Brèche. Et je pense que vous n'êtes pas aveugle, et vous le voyez aussi bien que moi, tout simplement, puisque merci nos amis les arbres.
vous avez partout des arbres très grands, immenses, et d'un seul coup, plus rien. Que des petits trucs. La raison, elle est très simple, et elle est naturelle. C'est que quand vous mettez plusieurs centaines de kilos de dynamite, enfin pas de la dynamite à proprement parler, parce qu'elle n'est pas inventée, pardon, mais de poudre à canon, et que vous la faites sauter dans le sol, vous allez créer un phénomène très simple qui fait que la terre va se soulever et va retomber sur elle-même. Donc en fait, vous n'allez pas avoir une explosion qui va jaillir comme ça. Ça va vraiment se soulever et s'effondrer. Et donc du coup, les remparts et tout ce qu'il y a vont venir se mélanger, tellement s'imbriquer, se tortiller dans tous les sens. Je ne suis désolé de ne pas pouvoir vous donner une meilleure explication que ça. Je ne suis pas biologiste et géologue. Mais tout simplement, voilà, ça va faire un gros pâté avec plein de choses. Et ce qui en fait va tout simplement empêcher la prolifération d'arbres aussi importants. C'est-à-dire que ces petits arbres-là, ils ne sont pas taillés. Ils ne sont pas taillés depuis 50 ans par la mairie et tout. Ils ont toujours été comme ça. Tout simplement parce qu'il n'y a pas plus gros qui peut pousser. Et donc visuellement, et l'archéologie l'a prouvé, on a la taille quasi exacte, évidemment à 1 mètre, 2 mètres près, de la taille de la brèche ouverte par l'armée de Charles Quint. C'est-à-dire que vous aviez les canons qui ont fait un trou dans un mur, puis ils ont agrandi un petit peu le trou, puis un petit peu, et quand ils ont jugé que le trou était suffisamment grand, ils ont fait appel à ce qu'on appelle des sapeurs. Il y a une unité militaire spéciale qui va tout simplement creuser sous terre, arriver au niveau des remparts, faire un trou un petit peu plus gros sous les remparts, y mettre des tonnes et des tonnes et des tonnes de poudre à canon, mettre une mèche très très longue, l'allumer et courir très très vite dans l'autre sens pour ressortir, et ça crée la fameuse explosion dont je vous ai parlé, où la terre se soulève, déstabilise les fondations des remparts, et le rempart s'effondre. Direction Thérouanne. Aujourd'hui petite bourgade du Pas-de-Calais, elle fut jadis une importante cité. Voilà pourquoi Vincent, archéologue du département, y passe une bonne partie de son temps. Ici, là, vous avez une colonne romaine donc, qui a été trouvée donc, en 2017 donc, au sein de la vieille ville de Thérouanne, donc dans un niveau de démolition et en fait qui correspond probablement à un bâtiment public. Vincent Markenbreck est une sorte de détective de l'histoire qui a fait de sa passion son métier. Des parents qui se rencontrent sur un chantier de fouilles, une enfance à Bavay, ancienne capitale romaine dans le nord. Autant d'éléments qui poussent le jeune homme à devenir archéologue.
L'intérêt du métier d'archéologue, en tout cas à mon sens, c'est la diversité du métier. C'est-à-dire qu'on est à la fois des techniciens de terrain en extérieur, on fait de la recherche scientifique, des colloques, on fait du dessin, de la photographie, des études de mobilier, mais aussi de la médiation, de la transmission. Et donc moi, c'est tout ça qui m'intéresse dans le métier d'archéologue, et depuis toujours d'ailleurs. De Thérouanne, Vincent Merkenbreck connaît le sous-sol comme sa poche. Avant chaque construction, il intervient pour des diagnostics préalables. Chaque fois, il trouve des éléments qui lui permettent de remonter le fil de l'histoire. On a juste une pâture aujourd'hui, mais on a des vestiges conservés ici qui vont de la période romaine jusqu'à la période du siège de Thérouanne en 1453. Donc on a pu caractériser donc ici, mais c'est le cas dans d'autres endroits de la ville également. Par exemple, on sait que maintenant que la ville à l'époque romaine est construite en terrasse. Ancienne capitale romaine, siège épiscopal à l'ère médiévale avec une cathédrale, Thérouanne a eu un glorieux passé qui s'est achevé au XVIe siècle. La maison de l'archéologie de la commune présente une partie des vestiges dénichés par les archéologues. À Thérouanne, il y a toujours des choses à faire, il y aura toujours des choses à faire et je pense même après ma disparition, il y aura encore des choses à faire. Car le sous-sol de Thérouanne n'a pas encore révélé tous ses secrets.